Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marie Rinfret, qui est la protectrice du citoyen du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la conscience morale chez l'enfant. Notre invité en début de deuxième demi est Luc J. Vigneault. Il nous parle des porte-voix du rétablissement. Tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Marie Rinfret, qui est protectrice du citoyen. Alors, bienvenue, Madame Rinfret. Merci. Et bienvenue à l'émission. Donc, vous êtes donc en charge du protecteur du citoyen, qui est un organisme gouvernemental. D'abord, on aimerait situer ce que c'est. Quel est le rôle, justement, du protecteur du citoyen? Écoutez, c'est une institution qui relève de l'Assemblée nationale, donc qui est complètement indépendante du gouvernement et nous veillons au respect des droits de toute personne qui fait appel à nous, que ce soit un individu, donc une personne physique, une association, un regroupement de personnes ou encore une entreprise. Donc, toute personne qui pense que ses droits ne sont pas respectés lorsqu'il fait affaire avec l'administration publique québécoise, les établissements de détention du Québec ou encore le réseau de la santé et des services sociaux, peut faire appel à nous. Est-ce que ça fait longtemps que cette entité-là existe? Ça fait maintenant plus de 50 ans que l'institution du protecteur du citoyen a été créée. Et est-ce que c'est quelque chose qui, à votre connaissance, qui est répandu un peu partout dans le monde, ou c'est parce que notre système démocratique et notre système politique, peu importe, est organisé comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Écoutez, assez largement, je vous dirais. Dans toutes les grandes démocraties, on retrouve un ombudsman. C'est chez nous au Québec, l'institution se nomme protecteur du citoyen, mais souvent, on va retrouver l'institution sous le nom d'ombudsman qui vient des pays nordiques, au fond, et qui signifie représenter les personnes auprès des administrations publiques. C'est un peu comme un défenseur, d'une certaine façon. C'est quand il y a des gens qui se sentent lésés, vous agissez un peu pour protéger les citoyens. C'est un peu ça, évidemment. Votre image est bonne, oui. C'est ça. Quels sont, mettons, pouvez-vous donner des exemples, dans le mandat, dans vos compétences, quelle sorte d'intervention vous avez à faire? On va faire des interventions, je vous dirais, auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour permettre, par exemple, à un parent dont l'enfant est handicapé d'aller chercher ou d'obtenir, de s'assurer qu'il obtienne de ce ministère-là le bon montant d'indemnisation auquel il a droit compte tenu de la nature du handicap de son enfant. On va également intervenir auprès de la Société d'assurance automobile du Québec dans l'hypothèse ou dans un dossier où une personne, à la suite d'un accident, se retrouve handicapée, a besoin d'indemnisation pour adapter sa maison, n'est pas satisfait, n'est pas convaincu que le service qu'il a obtenu, c'est ce à quoi il avait droit, il peut faire appel à nous et à ce moment-là, on intervient un peu comme un médiateur, si vous voulez, entre la personne qui a reçu le service et l'organisme qui a donné le service pour s'assurer que la personne et l'organisme qui a donné le service, sont en phase finalement, que tout a été réglé correctement. Alors ça, c'est un côté avec l'administration publique québécoise, donc les ministères et les organismes. On intervient aussi à l'égard du réseau de la santé et des services sociaux. À l'égard du réseau de la santé et des services sociaux, les personnes les usagers, au fond des soins de santé et des soins de services sociaux, doivent d'abord formuler leur plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, qui doit rendre sa décision dans les 45 jours. Et ensuite, si les personnes ne sont pas satisfaites de la décision rendue ou que la décision n'est pas rendue après 45 jours, peuvent faire appel à nous.
Est-ce qu'il y a quand même des limites? Est-ce que vous dites aux gens, juste soyez sûr que c'est vraiment une injustice parce que vous pourriez avoir des tonnes de plaintes, là? Comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de, il y a pas de gravité ou de gradation, je vous dirais. À partir du moment où une personne n'est pas satisfaite du service qu'elle a obtenu ou qu'elle n'a pas obtenu, beaucoup de plaintes concernent les délais en matière de services de santé, services sociaux. Les lacunes les plus fréquentes qu'on rencontre, ça concerne la qualité des soins physiques ou psychosociaux, la contention, l'isolement, l'organisation des soins et des services. Donc, dès le moment où une personne n'est pas satisfaite des services qu'elle a obtenus, elle peut s'adresser à nous par téléphone, par courriel. Dans le fond, écoutez, toute personne peut s'adresser à nous de la façon qui lui convient. Il n'y a pas de formalité. Nos services sont gratuits. Nos heures d'ouverture, quand les gens veulent venir au bureau, bon là, bien sûr, dans le contexte de la pandémie, il y a des mesures d'hygiène sanitaire à prendre, mais les gens peuvent toujours venir nous rencontrer au bureau si c'est ce qu'ils veulent. Sinon, par téléphone, nos heures d'ouverture sont de 8h30 à 4h30, sans interruption. Et les gens qui veulent déposer une plainte peuvent le faire via un formulaire sécurisé. Toutes nos enquêtes sont conduites privément. Ça signifie que dès le moment où une personne nous confie son dossier, on va l'analyser, on va évidemment le tenir informé, mais jamais nous ne divulguerons sur la place publique des renseignements qui pourraient permettre à cette personne-là d'être identifiée. Oui. Vous avez publié un de vos rôles, en fait, c'est aussi de faire des constats. Je pense qu'il y a eu un rapport à l'automne 2020 sur justement le constat du protecteur du citoyen 2019-2020. Qu'est-ce qu'on y retrouve, les grandes lignes? Oui, c'est notre rapport annuel d'activité. Donc, à chaque année, au mois de septembre, je présente les constats qu'on a fait pour l'année. En l'espèce, c'est l'année 2019-2020, donc du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Et je vous dirais que mon message cette année, et on l'avait décidé bien avant la pandémie, puisque la pandémie nous est tombée dessus, oui, en mars. En mars. C'était, ma foi, les constats sont faits. Il est temps pour le gouvernement de passer à l'action pour corriger les lacunes, que ce soit à l'égard des organismes publics, des ministères, de la santé et des services sociaux. Oui. Spécialement au niveau de la santé mentale, avez-vous relevé des problématiques? Je vous dirais que actuellement, en période de pandémie, ce qu'on constate le plus comme étant la principale difficulté, c'est vraiment l'accès aux soins et aux services. On le voit, on le sait, il y en a eu un délestage, on surveille très attentivement ce qui pourrait survenir à cet égard-là, parce que dans la mesure où les intervenants en santé vont porter main forte pour soigner les malades de la COVID, il y a des personnes qui ont besoin de ces services-là qui ne peuvent pas les avoir. Par ailleurs, le contexte de la distanciation physique aussi rend vraiment impossible souvent la prestation de services de groupe dans des organismes pour assurer la sécurité des gens. Et à cet égard-là, je souligne la créativité et la proactivité des organismes, des personnes qui œuvrent au sein de ces organismes-là pour offrir les services aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Je vous dirais que dans notre rapport annuel, ce que je soulevais, ce qu'on a constaté, c'est des problèmes à l'égard de la sécurité des personnes qui séjournent dans une unité psychiatrique.
on a reçu des plaintes de personnes qui ont été victimes d'agressions par des membres d'équipes soignantes et ils l'ont dénoncé. Et ma foi, les réactions des établissements ont été longues à venir parce que on a remis en question la parole de la personne qui était soignée. Alors, on a demandé au centre hospitalier et au CIUS de mettre en place, de corriger les lacunes qu'on avait constatées, de mettre en place des protocoles et des pratiques pour protéger les usagers à cet égard-là et d'assurer leur sécurité. On a également constaté des lacunes concernant la prise en charge des personnes qui présentent un risque de suicide. À cet égard-là, on a constaté des manques de communication, des manques d'outils de dépistage également, ce qui fait que on a demandé que des correctifs soient mis en place. On a aussi, bien sûr, constaté de longs délais pour obtenir des services en santé mentale, afin d'éviter puis de contrer les risques de suicide. Et ça, ce qu'on a obtenu comme engagement, c'est notamment pour les jeunes de 13 ans et moins, une grille de dépistage qui devrait bientôt être terminée de la part du ministère et transmise au CIS et au CIUS pour qu'elle soit appliquée. Alors, inutile de vous dire que nous suivons attentivement cette recommandation-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à chaque fois où le protecteur du citoyen constate une lacune, on demande que le préjudice soit corrigé et on s'assure que le préjudice soit corrigé par la mise en œuvre des recommandations qu'on a formulées et on veille aussi à ce que l'implantation soit durable. Donc c'est ça, vous n'avez pas besoin d'hausser le ton. En réalité, quand vous faites un rapport, on vous écoute. Là, c'est quand vous dénotez des choses, je pense qu'on le prend au sérieux. Là. Oui, écoutez, pour la dernière année, dans plus de 98% des cas, nos recommandations ont été acceptées et sont implantées. Ça, c'est intéressant parce que c'est ça, dans le fond, quand on sent que ça s'améliore, c'est toujours intéressant. Avant de terminer, Mme Rinfret, on pourrait en parler longtemps, mais les gens qui veulent en savoir plus, je pense que vous avez beaucoup d'informations qui est disponible, où on peut même, comme vous disiez, vous appeler si on se sent lésé, si on sent qu'on a effectivement besoin de l'aide du protecteur du citoyen. Comment on peut vous trouver sur Internet? Écoutez, par l'adresse protecteurduscitoyen.qc.ca, donc protecteur du citoyen en un seul mot, ou encore par la ligne sans frais qui est le 1-800-463-5070. Et j'en profite pour vous dire que si jamais la question que vous nous soumettez ne relève pas de notre compétence, on va vous référer au bon endroit également. C'est excellent. Merci beaucoup, Mme Rinfret, Marie Rinfret, donc protectrice du citoyen. Merci d'avoir été avec nous à Folie Douce. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, Pierre, tu vas nous parler de la conscience morale chez l'enfant. Oui, parce que c'est un sujet intéressant parce que on peut se poser la question à quel âge est-ce que les enfants commencent à développer la morale? On disait souvent l'âge de raison, oui, là, vers 7 ans, 8 ans, dans ce point-là. Là. Oui. Je ne sais pas si c'est le cas. Ben, je trouve qu'on ne dit plus ça maintenant, mais tu vas voir au fil de l'article, là, on va suivre le développement de l'enfant tranquillement. Mais j'avais envie de commencer par une définition de la morale. Par exemple, si on regarde sur Wikipédia, qui est la Bible moderne, j'aurais envie de dire. Dictionnaire mobile, oui. Accessible en tout temps. Hein? Exactement. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la morale, du mot latin moralis, qui veut dire relatif aux mœurs, est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes ou obligations ou interdictions relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société. Mm-hmm.
Une belle grande définition. C'est une grande définition. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un peu complexe. Ouais. Il y a le petit Robert qui, lui, donne la morale, c'est la science du bien et du mal, les principes de l'action, la théorie de l'action humaine en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est plus facile à comprendre. Ouais. Pour moi. C'est un peu ça, dans le fond, c'est le bien, parce que... Mais même autrefois, ça va trahir notre âge, là, mais il y avait l'enseignement moral et l'enseignement religieux. Puis l'enseignement moral, justement, c'était pour ceux qui voulaient pas... c'était un peu ça, on parlait du bien, c'était un peu les cours d'éthique d'aujourd'hui. Ouais. Là. Ou des fois, les choses changent de nom. C'est vrai, on appelle ça l'éthique. L'éthique religieuse, l'éthique de société, oui. Alors, d'après un article, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle simplement « La conscience morale chez l'enfant ». C'est sur le site Naître et grandir. C'est un site Internet et c'est aussi un magazine québécois qui est financé en passant par la Fondation Chagnon. Et l'article a été écrit par l'équipe de Naître et grandir et révisé par Mme Solène Bourque, qui est psychoéducatrice. On nous dit un jeune enfant ne sait pas au départ si ses gestes sont bien ou mal. C'est la réaction des personnes qui l'entourent qui lui permet de le savoir. Alors, qu'est-ce que la conscience morale? D'après cet article, la conscience morale représente la capacité d'une personne à prendre en considération le point de vue des autres avant d'agir. Grâce à la conscience morale, une personne est capable d'évaluer les conséquences de ses gestes sur les autres et de comprendre si ce qu'elle fait est bien ou mal. La conscience morale permet donc de juger quels sont les comportements acceptables ou non. Et on sait, ça c'est moi qui dis, on sait que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et peut-être d'une société à l'autre aussi. Des fois, on n'a pas la même tolérance envers les actions des gens. Là. Peut-être aussi d'une époque à l'autre. Aussi. Oui. Alors, on nous dit la conscience morale d'un enfant se développe petit à petit à mesure qu'il observe la réaction des adultes aux gestes qu'il pose. Cette conscience s'installe aussi en même temps qu'il développe ses habiletés sociales et qu'il apprend à tenir compte de ce que les autres ressentent. C'est grâce à la conscience morale qu'un enfant apprend à s'autocontrôler et qu'il prend conscience de la responsabilité de ses gestes. Elle est donc essentielle pour bien vivre avec les autres. Toutefois, la conscience morale d'un enfant n'est pleinement acquise que vers l'âge de 7 ou 8 ans. Ah, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est ce que j'avais retenu là, avec mes enfants, c'est ce que je me disais aussi. Vers 7-8 ans, normalement, tu leur expliques quelque chose, puis tu dis, ils vont peut-être saisir ce que tu leur expliques. Là. Ouais. Plus. Oui, parce que toi, tu as élevé 3 enfants, donc tu as de l'expérience. J'ai expérimenté cet âge, j'ai raison. Oui. On nous dit, comment se développe la conscience morale chez l'enfant? Avant 4 ans, quand ils sont vraiment petits, même si sa vision du monde est égocentrique et que ses actions sont guidées par son plaisir et ses envies, un enfant peut commencer à développer sa conscience morale en observant les réactions de ses parents face à ses gestes. Comme il cherche à leur plaire et à éviter de se faire chicaner, les réactions de ses parents peuvent lui montrer les comportements qui sont acceptables ou non acceptables. Voir un tout petit qui comprend par exemple que c'est mal de taper sa sœur parce que vous intervenez et il apprend que c'est gentil de lui prêter ses jouets ou de lui faire un câlin parce que vous le félicitez. Toutefois, comme votre enfant a encore peu d'autocontrôle, il arrive encore souvent que ses pulsions soient plus grandes que sa crainte d'être puni. Il peut par exemple arracher le jouet des mains de sa sœur parce qu'il veut jouer avec tout de suite, malgré vos avertissements. De plus, un enfant accorde plus d'importance aux conséquences visibles de ses gestes qu'à leur intention. Par exemple, votre tout petit pourrait sentir qu'il a très mal agi en cassant le pot de biscuit par accident parce que cela vous a mis très en colère. Toutefois, il pourrait penser qu'il n'a rien fait de mal en prenant un biscuit avant le souper sans votre accord parce que personne ne l'a vu et que cela n'a entraîné aucune réaction. Il pourrait penser aussi que la prochaine fois qu'il casse quelque chose, il ne dira pas parce que ça lui met en colère. Peut-être. On nous dit donc à cet âge, sa compréhension de ce qui est bien et mal est centrée sur des notions pratiques et concrètes, c'est-à-dire vos réactions. Maintenant, un peu plus tard, vers 4 ou 5 ans, l'enfant devient de moins en moins égocentrique
et peut plus facilement comprendre la perspective de l'autre. Il commence à voir les conséquences de ses gestes, c'est-à-dire qu'il peut voir, par exemple, qu'un enfant a de la peine parce qu'il ne veut pas lui prêter son jouet. Il peut aussi s'excuser auprès d'une amie s'il lui a fait mal afin de préserver sa relation d'amitié. À 4 ou 5 ans, l'enfant prend aussi conscience que certains comportements sont acceptés dans certaines situations, mais interdits dans d'autres. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai sur le sujet un peu plus tard. Oui, un sujet intéressant, la conscience morale chez l'enfant à l'Espresso allongé plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, nous recevons Luc J. Vigneault qui nous fait découvrir les porte-voix du rétablissement. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la conscience morale chez l'enfant. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro, à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. J'accueille mon invité, Luc J. Vigneault. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Vous êtes secrétaire et membre du conseil d'administration des porte-voix du rétablissement, dont on va parler aujourd'hui, l'organisation donc communautaire, je présume. Donc, comment vous pouvez nous présenter cette organisation? Ces organisations-là, d'abord, notre historique, son incorporation date du 24 janvier 2007. Et nous avons eu notre première assemblée de fondation, notre assemblée de fondation, en fait, le 8 octobre 2008, soit un peu moins de 2 ans après. D'ailleurs, mon célèbre homonyme y était et fait encore partie de l'association, de façon un peu plus effacée, mais quand même très active. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, j'aimerais ça qu'on fasse le point là-dessus. Luc Vigneault, c'est une autre personne qu'on connaît bien. Puis maintenant, on va bien se connaître. On se parle de Luc J. Vigneault. Donc, quel est le lien entre vous? Y en a-t-il un? Oui, il y en a un, à part le nom, évidemment. Il y a aussi le fait qu'on habite tous les deux à la Ville de Québec, qu'on a tous les deux le même diagnostic, qu'on est tous les deux auteurs. Et bon, sur un plan plus personnel, on a tous les deux un frère aîné qui s'appelle Michel. Intéressant. Il y a peut-être d'autres ressemblances, mais on va se garder une petite gêne. Non, c'est bien en masse, comme il l'a dit. Oui. Alors, M. Vigneault, si on poursuit, donc c'est un regroupement finalement provincial. C'est des personnes qui connaissent bien la santé mentale, c'est ça, qui participent? C'est un regroupement provincial dont la mission consiste à regrouper justement sous la forme d'une association nationale qui est justement les porte-voix du rétablissement, les personnes qui ont vécu ou qui vivent des problématiques de santé mentale, quelles qu'elles soient, afin de les consulter, de les représenter, et tout ça dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts auprès d'instances diverses et multiples. Pourquoi c'était important de fonder ça, justement, en 2008, que vous avez commencé vos activités? Pourquoi est-ce qu'il y avait un besoin, principalement au niveau des personnes qui ont peut-être pas de voix pour s'exprimer? Ben, c'est ça, c'est que on peut, ça fait partie justement de nos buts d'abord, je vais les énumérer, les buts. Premièrement, notre premier but, à la base, c'est d'informer et de former des personnes que la santé mentale touche de façon particulière, de favoriser leur participation et de leur déléguer des représentants à tout débat public ou toute forme de forum qui traite de ces questions particulières, de les représenter au niveau national et aussi par le biais des porte-voix du rétablissement, organisme national ou provincial à tout le moins, auprès du public, auprès des instances communautaires, auprès des institutions et même auprès du secteur politique, de sensibiliser, et ça c'est très important, pas 14 ni 12, mais très important, oui. Jeu de mots. Ben donc, sensibiliser le public à leur réalité, la réalité qu'ils vivent au quotidien et un peu partout où ils vont et dans leur vécu, pas
pas très intime, mais un peu tout comme, là, de promouvoir leur rétablissement, ça aussi c'est très important, crucial, leur rétablissement et leur pouvoir d'agir auprès de services, notamment en santé mentale, a priori, mais aussi auprès des instances décisionnelles et auprès de monsieur et madame tout le monde. Et enfin, de mesurer leurs besoins et leur satisfaction en rapport avec leurs intérêts individuels et ou collectifs, par le biais d'études, de recherches et de consultations. D'ailleurs, on se penche présentement sur un projet de mentorat universitaire, de recherche universitaire, mentorat de recherche universitaire, voilà, qui sera examiné par un de nos 3 sous-comités. C'est intéressant, c'est intéressant. Depuis quelques années, je dirais peut-être au moins 10 ans, sinon plus, peut-être à peu près au moment où vous avez commencé vos activités, on parle de plus en plus de rétablissement, oui. ce qui est positif, parce que longtemps, on faisait juste constater, par exemple, que la personne va mal ou qu'il y a des problématiques, ces choses-là, mais quand on dit rétablissement, déjà, c'est positif, on regarde vers l'avenir et on regarde quelque chose qui s'améliore en quelque sorte. Oui, et non seulement positif, mais qui suscite l'espoir. C'est ça. C'est-à-dire qui suscite l'espoir auprès de monsieur et madame tout le monde qui se sentent plus ou moins concernés par ces questions-là, mais dont la curiosité est piquée par le cheminement. On parlait justement de mon homonyme qui a tout un cheminement en dépit de son diagnostic de schizophrénie, oui. qui est aussi le mien. Oui. Et donc, on a tous les deux notre propre cheminement qui n'est pas comparable, mais qui, à toute fin pratique, on dit souvent « petit train va loin », c'est une façon philosophique de voir la vie. Oui, et c'est intéressant de voir des gens qui donnent espoir, qui s'en sortent. Dans le fond, oui, ça prend des modèles, entre guillemets, là, oui. Que ce soit Luc Vigneault ou Luc Vigneault, à qui on parle maintenant, oui. Ou toute autre personne qui s'implique, puis qui avec pas nécessairement de façon parfaite, puis avec ses défauts, comme tout le monde, mais qui oui. donne une bonne image, en tout cas positive, du rétablissement, justement. Là. Oui, tout est dans l'acceptation, une expression courante, l'acceptation sociale, mais l'acceptation individuelle dans les rapports entre personnes, dans l'entre-gens de tous les jours, non seulement pour faire du social, comme on dit, ouais. Dans le sens charnel, pas trop, là, mais juste pour se faire des amis, oui. Que ce soit plus ou moins intime, peu importe le degré d'intimité, mais leur degré de rapport, le niveau de rapport, mais qui permet de socialiser, ce qu'on appelle un vrai réseau social. Je sais qu'en chair et en os, ces temps-ci, il y en a plus ou moins. C'est moins facile, oui. Ouais. C'est moins facile, mais il reste quand même Facebook et les réseaux sociaux qu'on connaît bien, mais les réseaux sociaux, et j'ai toujours dit ça, au final, cette réponse-là, c'est que les réseaux sociaux ne sont que ce que l'on en fait. Il ne faut pas nécessairement les diaboliser à les retours. Là. Exactement. Dans un de vos buts, il y a la sensibilisation de la population. Oui. Vous avez un vécu, donc vous avez eu un diagnostic de schizophrénie, vous avez sûrement vu des préjugés, vous avez peut-être vécu ou subi des préjugés, des choses comme ça. Comment vous diriez que la situation est dans la population? Est-ce que vous percevez que ça fait du chemin, là, l'idée de la santé mentale, de mieux connaître, de démystifier tout ça? Oui, ça fait du chemin et souvent, ça prend des tragédies. Outre la tragédie qui est arrivée le 31 octobre dernier à Québec, oui. Il y a beaucoup de stigmatisation à ce niveau-là, mais outre le phénomène de stigmatisation, ça prend une tragédie comme par exemple, un terme qui est plus ou moins tabou et qui l'a été encore plus de par le lointain passé, le suicide. Qui est une des conséquences de la stigmatisation. Vous parliez de mon vécu personnel et celui de mon homonyme aussi. Moi, personnellement, j'ai vécu les phénomènes d'intimidation psychologique à l'école pendant 10 ans. Après ça a suivi une autre décennie de silence pendant laquelle j'ai plus ou moins fait le clown pour dérider les autres sans me dérider moi-même, ce qui a fait en sorte que ça a conduit à une tentative majeure en 1992 et suivi du diagnostic aussitôt. À cette époque-là, on disait que ceux qui se suicidaient étaient automatiquement schizophrènes.
Alors, j'ai dénombré une quinzaine de mythes dans une petite recherche que j'ai faite pour un essai que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié. Il y a une quinzaine de mythes concernant la schizophrénie qui étaient tenaces, voire coulés quasiment dans le béton armé à l'époque, au début des années 90, et qui le sont plus ou moins aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup de forêts à défricher en ce sens, mais il y a eu, comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal d'avancées dans ce domaine-là. Et les gens sont de plus en plus, c'est sûr que ça fait peur à beaucoup de gens, mais on sent effectivement, je pense qu'il y a une ouverture, ou en tout cas, c'est un long processus, c'est un marathon, un très long marathon de démystification, d'information, puis faut surtout pas lâcher, je pense, c'est ça. Là. Oui, c'est ça, et puis souvent, quand ça arrive des tragédies, que ce soit un suicide ou que ce soit une tragédie analogue à celle de l'Halloween dernier à Québec, on se pose, il y a une question commune qui prend des sens ambivalents, mais on se demande pourquoi. Ouais. Pourquoi? Alors que faudrait savoir comment ça fonctionne, la santé mentale, quel est le mécanisme qui mène, le mécanisme psychique qui mène à un acte ultime, quel qu'il soit, que ce soit une tentative de meurtre ou un meurtre ou encore carrément une tentative de suicide ou un suicide pur et simple. Et comment la personne en est arrivée là sans excuser le geste? Je pense qu'il y a des victimes collatérales, tout ça, mais à quelque part, votre point est bon. C'est pas juste pourquoi, mais c'est comment. Sans excuser le geste, mais ni même le banaliser, mais en l'expliquant dans un but pédagogique pour faire comprendre à monsieur et madame tout le monde quels sont les mécanismes de la santé mentale, peu importe le diagnostic dont il est affublé. Et comment le prévenir? Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut se servir des le prévenir en ultime ressort. Oui. Ce n'est pas en le prévenant par des moyens coercitifs qu'on va y arriver. Là. C'est avant de guérir, faut prévenir. Oui. Donc, la guérison, c'est les moyens coercitifs, le dernier recours. Alors que préalablement et idéalement, il faudrait plutôt prévenir en travaillant sur la prévention et tout ça en cherchant à comprendre, expliquer qu'est-ce que c'est que la santé mentale et quels sont ses tenants et aboutissants. Oui, nous sommes en conversation avec Luc Givigneault, donc on parle des porte-voix du rétablissement. Un de vos objectifs, un de vos sujets, je pense, intéressant que vous chérissez, c'est les droits du travail ou tout ce qui concerne le travail, parce que c'est important le travail, surtout pour des gens qui ont connu des problèmes de santé mentale ou peu importe, je pense que ça donne un sens à la vie aussi. Hein. C'est vrai, oui, tout à fait. Puis il y en a qui... je parlais de stigmatisation au niveau du domaine du marché du travail. Ça aussi, c'est une question de préjugés, de tabous qui sont encore tenaces dans certains milieux. J'écrivais un article justement dans le Soleil du 10 novembre dernier sur le site web, en fait, puisque la version papier n'est que publiée que le samedi désormais, pour ce journal-ci particulièrement, tout le moins. C'est que j'écrivais un article le 10 novembre dernier à savoir que l'importance de l'écoute en tant qu'acteur de formation et par la suite auteur, j'accorde une importance capitale à l'écoute. C'est-à-dire que si vous écoutez, n'entendez pas, mais écoutez la personne, c'est-à-dire ne cherchez pas à anticiper de façon péjorative, mais cherchez plutôt à comprendre avec une certaine empathie, à vous sensibiliser à ce que cette personne-là ressent. Ça aide, c'est un gros plus pour l'amener vers la voie du rétablissement ultime. Exactement. Bien, avant de terminer, c'est une bonne façon de conclure, mais avant de terminer, j'aimerais qu'on mentionne comment vous trouvez, comment savoir plus. Est-ce qu'il y a une façon particulière? Il y a une façon particulière. Si la curiosité... si l'auditoire a été piqué dans leur curiosité, ils peuvent taper les mots-clés porte-voix du rétablissement sur leur barre de recherche Google ou n'importe quelle autre barre de recherche informatique et ils vont trouver ils vont trouver les porte-voix du rétablissement, le site web et ils y trouveront une mine d'informations qui pourront les aider, les guider ultimement dans
ce qu'on appelle un idéal qui est la compréhension, une meilleure compréhension de la santé mentale et un meilleur vivre ensemble. Merci beaucoup, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Luc Givigno, donc Merci. des porte-voix du rétablissement. Merci d'avoir été à Folie douce avec nous. De rien. Au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et on poursuit, Pierre, sur le sujet débuté plus tôt, la conscience morale chez l'enfant. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui porte exactement ce titre, La conscience morale chez l'enfant. Et c'est un article qui nous révèle à quel âge est-ce que l'enfant commence vraiment à avoir une morale et à quel point aussi doit-on l'aider dans ce sens. Prendre conscience de ses gestes, s'ils sont bien ou s'ils sont à proscrire, etc. J'ai trouvé ça sur le site Naître et Grandir, un site québécois et qui produit aussi la revue du même nom. Et c'est révisé par Mme Solène Bourque, qui est psycho-éducatrice. Alors, je continue en fait de la lecture de l'article. Alors, on nous dit la conscience morale reste tout de même de l'enfant reste tout de même centrée sur le fait qu'il a un intérêt personnel à bien agir, puisqu'il sait qu'il peut ainsi être félicité ou chicané pour son comportement. Votre enfant se conduit encore selon ce qu'il comprend des demandes et des interdits que vous exprimez. Sa conscience morale s'appuie sur son expérience. Par exemple, il aura de la difficulté à dire de lui-même que ce n'est pas gentil s'il voit une amie enlever un jouet à un autre au parc. Il pourrait toutefois comprendre que ce n'est pas bien et que cela peut faire de la peine à l'enfant qui s'est fait enlever l'objet parce que vous lui expliquez la situation. Si ce geste se reproduit à un autre moment, il sera alors capable de reconnaître que ce comportement est mal en se rappelant vos explications. Et je pense, Yvan, au site dont je parlais tantôt, où j'ai trouvé l'article, les personnes qui vont aller voir l'article sur Internet, il y a une photo qui est tellement drôle, là, c'est dommage, on est à la radio, mais où on voit un petit enfant qui est en train de voler un biscuit pépite de chocolat là, sur la table. C'est tellement drôle. Son expression doit un peu le trahir. Peut-être un petit 3 ans. Ah, un petit bout. Oui. On nous dit aussi, plusieurs de vos interventions quotidiennes peuvent aider votre tout petit à développer sa conscience morale. Voici quelques conseils pour l'aider. Il y en a 6 en tout. On nous dit, premièrement, établissez des règles claires et concrètes que vous appliquez avec constance. Elles aident votre enfant à comprendre les comportements qui sont attendus de lui et ceux qui ne sont pas acceptables, car votre tout-petit n'a pas encore assez de conscience morale pour choisir lui-même la bonne conduite à adopter. Deuxièmement, félicitez votre tout-petit lorsqu'il se conduit bien et faites des gestes gentils. Par exemple, lorsqu'il console un ami qui s'est fait mal. Votre enfant apprend à différencier ce qui est bien ou mal, non seulement lorsqu'il est chicané pour sa mauvaise conduite, mais aussi lorsque ces bons gestes sont encouragés par des félicitations. On nous dit aussi, avant 7 ans, votre enfant agit surtout pour éviter de se faire chicaner ou pour recevoir des félicitations. Après, le fameux 7 ou 8 ans, ça change un peu. Ouais. Troisième conseil, parlez de certaines situations avec votre enfant en lui demandant si c'est bien ou mal. À partir de 4 ou 5 ans, lorsque votre enfant vous raconte un événement de sa journée, vous pouvez lui demander ce qu'il en pense. Cela l'aidera à comprendre de façon plus concrète les comportements souhaités ou non. Quatrièmement, faites-lui remarquer la réaction des autres lorsqu'il fait un bon geste. Dites par exemple, « Regarde, ton frère sourit. Il est content parce que tu lui prêtes ton jouet. » Cinquième conseil, expliquez à votre enfant pourquoi vous le chicanez pour un mauvais comportement. Aidez-le à comprendre les conséquences de ses gestes. Par exemple, s'il prend le jouet de l'enfant sans lui demander, expliquez-lui que ce jouet ne lui appartient pas, qu'il faut demander s'il peut le prendre et que ça fait de la peine de se faire enlever son jouet. Il faut que les conséquences soient aussi ajustées selon la gravité du geste, parce que des fois, c'est pas toujours évident de dire, faut que je donne une conséquence qu'ils comprennent, mais faut pas que ça soit non plus trop non, intense. C'est ça prend un équilibre. Un ajustement, selon la
la gravité du geste, en fait. Et sixièmement, dernier conseil, soyez un bon modèle pour votre enfant. En adoptant vous-même des gestes bienveillants envers les autres, par exemple, tenir une porte, consoler un enfant qui pleure, vous excuser après vous être emporté, vous donnez l'exemple à votre enfant. Il apprend petit à petit à tenir compte des autres. Ça, c'est dans un monde idéal. Quand on lit ça, c'est sûr que ça donne des bons conseils, mais dans la vie de tous les jours, ça arrive souvent aussi qu'un parent va pas nécessairement toujours penser à bien faire la chose, puis on sait que l'enfant va observer puis va absorber les... Alors, c'est... Oui, mais tu vois, comme on dit un peu dans l'article, mettons, si le parent va trop loin dans la punition ou dans sa colère, il peut toujours venir voir le petit enfant puis s'excuser. C'est et ça. Dire que j'ai été trop loin, j'ai été trop sévère. Parce que c'est un exemple à donner, parce que ça peut arriver que les gens s'emportent, puis l'enfant va comprendre que des fois, on peut revenir puis s'excuser, effectivement. Oui, puis d'après mes lectures aussi, l'enfant, même s'il est petit, il est capable de comprendre. Oui, avec des mots simples. Oui, il absolument. est capable de comprendre. On dit que les petits-enfants sont pas fous, des fois. Non, ils comprennent bien, habituellement, puis ils saisissent souvent l'émotion, puis tout ça, là, effectivement. Alors, pour le temps qu'il mérite, il reste seulement qu'une minute, mais je vais quand même lire certaines citations célèbres que j'aime aller prendre sur le site leparisien.fr. Certaines citations sur la morale. Il y avait Friedrich Nietzsche, qui était artiste, écrivain et philosophe bien connu. Il avait dit « La métaphysique, la morale, la religion, la science sont considérées comme des formes diverses de mensonges. Il faut leur aide pour croire à la vie. » Il y a Immanuel Kant, qui était philosophe, lui aussi, il avait dit « La morale n'est donc pas, à proprement parler, la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. » Peut-être une dernière. Il reste quelques secondes. D'accord. Une de Jean d'Ormesson, qui était académicien, animateur, artiste. Il avait dit « La science, la morale, l'histoire se passe très bien de Dieu. Ce sont les hommes qui ne s'en passent pas. » Bien, merci pour ce bloc-là. Donc, la conscience morale chez l'enfant. Merci, Pierre. Bienvenue, mon cher. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, merci beaucoup Pierre Laporte pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé de la conscience morale chez l'enfant. Bienvenue, mon cher. Est-ce que c'était bien ou mal? Ben, c'était sûrement très bien. Ça nous a appris des choses. C'est toujours intéressant. Merci pour ça. Merci pour ta mise en onde également. Notre invitée en début d'émission était Marie Rinfret. Elle nous a expliqué le protecteur du citoyen, elle-même qui est la protectrice du citoyen du Québec. Fort intéressant de savoir ce qui en retourne. Notre invité en début de deuxième demi, Luc J. Vigneault, nous a mieux fait connaître les porte-voix du rétablissement. C'était donc le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.